c'est un paradis en plein cœur de l'océan Indien. Un petit bout de France perdu au milieu des eaux turquoises. Mayotte, une île d'apparence idyllique, en proie à des violences extrêmes. Voici la route la plus dangereuse de l'île. Depuis le mois d'août, 94 bus ont été attaqués. Sindou a 36 ans. Chaque jour, il va travailler la boule au ventre. Pour moi, franchement, sans vous mentir, mais c'est surtout le matin. On va bien, mais le matin, franchement, des fois, ça en fait peur. Parce que ça, il peut nous attaquer à tous les moments, quoi. Mais là, maintenant, on se sent, dès qu'on sort chez nous, on se sent qu'on va aller en guerre. Cette ligne de bus traverse 2 des quartiers les plus explosifs de Mayotte, d'où peuvent surgir ceux qu'on appelle des coupeurs de route, qui se livrent à du racket. Mais aussi des bandes rivales, des adolescents de villages ennemis, en guerre depuis toujours. Pendant les 7 km de trajet, tout peut arriver. Sindou a déjà vécu plusieurs caillassages. Sur les villages qui sont juste avant à Congo, c'est un peu dangereux pour nous. La plupart du temps, ce qui nous dérange un peu plus, c'est les embouteillages. Parce que s'il n'y a pas d'embouteillages, on arrive au moins à accélérer pour échapper le plus grave problème, quoi. Car c'est à l'arrêt que la plupart des attaques ont lieu. Les enfants y pensent à chaque instant. Est-ce que parfois vous avez peur dans le bus? Oui. Vous avez peur de quoi? Quand il y a ça, je te bus, les cailloux, les menaces de cailloux, là-dedans, ici. Et les machettes là. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs machettes? Ils me demandent de sortir les téléphones. De l'argent. L'argent, si on n'a pas. Et les téléphones. Ils viennent dans le bus chercher vos téléphones? Oui, ils montent. Des fois, ils tabassent même le chauffeur. Quand ils montent, nous on se cache en bas pour éviter qu'ils nous voient. Une violence qui ne touche pas que les bus scolaires. Sur l'île, l'insécurité explose. Plus 66% de cambriolages en un an. Plus 63% pour les homicides et tentatives d'homicide. Sur cette autre vidéo, le conducteur de ce 2 roues vient de se faire violemment attaquer alors qu'il était arrêté à un feu rouge. Regarde ce que j'ai reçu là. On vient de s'échapper, ils nous ont attaqué au Chombo. Un coup de machette qui n'a fait que des dégâts matériels. C'est un truc de fou. Tu étais avec qui? Madame? Non, Moi, madame, elle était j'étais en derrière là. voiture. On est pris entre 2 feux, un devant et derrière. On commence à lancer des pierres, je fais demi-tour, le mec il dit. Moi je me dis pas, mais ça, s'il y avait plus d'un petit, il y avait pas derrière. L'une des bases arrières de ces bandes, la voici. Dans ces dédales de tôle et de terre. Nous sommes ici à Kaweni, le plus grand bidonville de France. Le quartier s'étend du bord de la nationale, principale route de l'île, jusque sur les pans de collines, grignotés par des baraquements de fortune. Derrière l'un d'entre eux, nous rencontrons cet adolescent de 14 ans. Il est comorien et fait depuis peu partie d'un gang. À l'abri des regards, il nous montre l'arme qu'il garde sur lui en permanence. Ça, c'est une machette, j'ai récupéré quelque part parce qu'il y a mon pote qui m'avait dit qu'il faut récupérer ça. Je sais pas qu'on va faire quoi avec ça, tu vois. Mais en tout cas, moi, j'ai récupéré. Non, c'est pas pour attaquer, c'est pour me défendre. Tu vois. Quand il y a la bagarre, il faut que je me protège, tu vois. Mais je n'ai pas amené à frapper quelqu'un pour rien. Avec habileté, il manie l'arme sous nos yeux. S'il y a la bagarre, on peut faire comme ça, tu vois, tu vois. Mais on ne peut pas faire ça pour rien. Il faut que vous nous cherchiez d'abord, vous allez nous trouver. Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Même frapper quelqu'un avec une machette, je n'ai jamais fait un truc comme ça. Aux côtés de ce jeune prêt à en découdre, Jordan. Il nous est présenté par une association du quartier comme un ancien délinquant, repenti aujourd'hui et inséré. Il a accepté de témoigner à visage découvert pour nous raconter son quotidien. Quand il y a la bagarre, nous, pour se séparer, il y en a, ils prennent ce côté-là, ils descendent directement dans un autre quartier. À 23 ans, Jordan a déjà un long parcours de délinquance. Et quand il nous parle, il oscille souvent entre passé et présent. On s'installe juste là.
On picole un peu, on fume des clopes. Si jamais il y a les flics qui viennent, il y en a un qui se pose là et il regarde direct la route qui passe juste en bas. Là, il y a une route qui descend. Et là, il nous prévient direct qu'il y a les keufs qui rentrent. Du coup, on est au courant. Et si jamais on a du stupéfiant, on vient juste le cacher là, sur le boîte postale que vous voyez. Soit on ouvre là, parce que ça, c'est jamais fermé en fait. On l'a fait exprès. Un trafic qui a fait de la police son ennemi. Nous, on a un signe. Quand on dit Afou jeune, ça veut dire il est mort jeune. Là, ça veut dire qu'au fond, qu'on les caillasse, qu'on est des hors-la-loi en fait. Jordan a fait de Kaweni son terrain de jeu. Comme beaucoup d'habitants de ce quartier, il a très tôt basculé dans la violence, à tout juste 15 ans. Il rejoint une bande de jeunes et c'est le début de l'engrenage. Mon premier jour où j'ai tabassé quelqu'un, c'était à Saint-Villa, c'est juste à côté là. On est sorti, on a trouvé quelqu'un, on lui a demandé de nous donner une clope. Et le mec, il n'a pas voulu nous donner la clope. On lui a demandé 2 €, il a refusé, il a dit comme quoi il n'avait rien. Et il y a un de mes camarades, il lui a bloqué. Et moi, j'ai mis ma main dans sa poche, j'ai trouvé 50 €. Et quand j'ai trouvé les 50 €, je lui ai donné 2 coups de poing. Et du coup, on l'a tabassé vraiment fort que voilà, on est parti. Des attaques, du racket, des cambriolages qui, selon lui permettaient d'empocher jusqu'à 3 000 € par jour. Au fur et à mesure, il a passé toutes les étapes, jusqu'à devenir chef de groupe, avec un surnom, Maréco. Je mettais ma machette derrière. Donc en venant là, les gens ils nous craignaient, en gros ils avaient très peur. Du coup ils partaient, ils préféraient rester chez eux que de sortir dehors. Du coup vraiment quand je me suis nommé Maréco, c'est là que j'ai grandi à l'âge de 19 ans, je me souviens. C'est là que j'ai commencé à gérer les autres en fait. Une vie de vol et d'agression permanente à laquelle Jordan dit vouloir renoncer, même s'il évoque encore aujourd'hui certaines actions violentes commises récemment. Né à Mayotte, de parents comoriens, il fait partie de ces jeunes qui ont grandi sans repère, dans cette île où la moitié des habitants sont étrangers, principalement venus illégalement de l'archipel voisin des Comores. Chaque jour, ces migrants sont traqués, surveillés par les hommes de la police aux frontières. Parmi eux, le brigadier Michael Prêtre et son équipe. Je vous propose le secteur nord. Voilà, c'est bien pris pour secteur nord, on fait route. Cet après-midi-là, direction le nord de Mayotte, Ouais, visuel. vers les îlots qui bordent les côtes. Là, on a repéré une embarcation qui est sur une route des Kwassa, donc on va vérifier de plus près, on se dépêche un petit peu avant qu'ils rejoignent la côte. C'est vraiment un Kwassa, on verra. Des kwassa-kwassa, ces canaux de pêche de 7 à 10 mètres, étroits et instables, utilisés régulièrement par les passeurs pour acheminer les migrants comoriens jusqu'à Mayotte. 70 km de traversée, 6 ou 7 heures en mer, entassés les uns sur les autres, sans gilet de sauvetage, avec parfois des situations d'urgence. On a été appelé pour un kwassa-kwassa. Au moment où on a compté les passagers, il y a un passager qui nous explique qu'il y a son papa qui n'est pas bien. Et donc on a regardé et on s'est aperçu qu'il y avait une difficulté à respirer. Donc on a fait le nécessaire, on a appelé notre base et on a demandé à évacuer en hélicoptère la personne. Ça c'est le passeur qu'on a mis à l'arrière du bateau. Un trafic de jour comme de nuit. Arrête-toi! Stop! Arrête-toi! Mounier, stop! Organisé par des passeurs qui empochent plusieurs centaines d'euros par passager. Main sur la tête pour tous! Main sur la tête! Depuis le début de l'année, plus de 500 bateaux comme celui-là et presque autant de passeurs ont été arrêtés. T'en as un qui longe là. Impeccable. Ouais, mais qui longe comme ça, c'est pas normal. C'est qui longe vraiment le bord. Là. Pas se faire remarquer. Oh! Et voilà! Dans la zone, chaque embarcation est contrôlée. Vous allez à la pêche là? Ouais. Vous venez d'où? Vous êtes parti d'où? Longoni? Longoni, ok, ça va. Ces pêcheurs peuvent repartir tranquillement. Mais pendant ce temps, un autre bateau, repéré lui aussi par Michael Prêtre et ses hommes, a disparu. Essaye de voir un visuel. Tiens, jumelle. Allez. Regarde déjà bien André Mal, ce côté à tribord. Tribord, il n'y a rien. Allez, on va continuer. Vas-y, avance un petit peu.
La police aux frontières scrute les côtes avec des jumelles thermiques. Allez go, ligne de poids. Mais impossible de le localiser. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Ils nous ont vus contrôler un autre bateau, ils ont fait demi-tour forcément. Et ils sont allés se cacher dans des endroits où on ne peut pas accéder avec nos gros vecteurs. Il n'y a pas assez d'eau pour pouvoir accéder. Pour ces migrants, le pari est réussi. Ils ont accosté à Mayotte. L'espoir d'une vie meilleure, même si sur place, 77% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 5 fois plus qu'en métropole. Ici, de nombreux bidonvilles se sont formés, comme à Bandrajou, au nord-est de l'île. Pour pénétrer dans les ruelles sombres de ce quartier, nous suivons les membres de l'association de médiation, ABK. Ils sont subventionnés par l'État. Sur leurs t-shirts, on distingue des logos bleu-blanc-rouges officiels. Pourtant, ce soir-là, en dehors de leur chef, tous sont en situation irrégulière. Nous, on est dans la même situation qu'eux. Nous, on est là, on est sans papier, on n'a pas de papier, et pourtant, on se bat tous les jours, en fait. Tous les jours, on se bat pour réussir, en fait. La majorité des gens qui vivent ici sont sans papier. Des parents qui n'ont pas de papier, ils vivent dans la misère, en fait. L'État ne prend pas en compte de ça. Du coup, il y a des jeunes, ils se trouvent obligés de faire du n'importe quoi pour survivre, en fait. Un purgatoire en attente d'une hypothétique régularisation. C'est ce qu'attend Ismaël. Mon rêve, c'est de quitter Mayotte et d'aller en métropole. Je ne peux pas parce que je ne travaille pas. La vie est difficile. Pour cette vendeuse de rue, venir à Mayotte, c'était surtout l'espoir d'un avenir meilleur pour ses enfants. Je suis arrivée à Mayotte en 1995. Comment vous êtes arrivé à Mayotte? J'ai pris un kwassa-kwassa. Je prie Dieu pour que mes enfants aient un avenir meilleur. Ils sont gentils, ils n'embêtent personne. Mes enfants ne tomberont pas dans la délinquance et je n'ai pas peur pour leur sécurité parce que je prie Dieu tous les jours pour qu'il les protège. Dans le bidonville, pas d'eau courante, pas d'éclairage public. C'est là que vit cette femme, dans une misère absolue. Entre deux plaques de tôle, elle a improvisé une cuisine qui lui permet de nourrir sa famille. Nous sommes 14 à vivre ici. Il y a mes 6 petits-enfants, mes 6 enfants, mon mari et moi. La vie est dure parce que lorsqu'il pleut, l'eau s'infiltre partout dans la maison. C'est juste une maison pour le soleil, dès qu'il pleut, c'est invivable. Je dois mettre des bassines et des marmites partout. Le pire, c'est dans la chambre de mes petites filles. Elles souffrent beaucoup. Une chambre que cette collégienne partage avec les autres enfants de la maison. Vas-y, montre-moi. Bonsoir. C'est ici que tu dors? Avec mes soeurs et mes frères. Mais la chambre de ma grand-mère, elle est là-bas. Les sans-papiers n'ont le droit ni aux allocations, ni à l'aide médicale d'État. Mais en revanche, tous les enfants sont scolarisés. C'est tes affaires pour l'école? Oui. T'es en quelle classe? Moi, 5e, 504. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Être médecin, c'est mon rêve depuis longtemps. Comme je suis petite comme elle, c'est mon rêve. Médecin, médecin, médecin. Sauf qu'à partir de 18 ans, la nationalité française n'est pas automatique. Il faut prouver qu'au moins l'un de ses parents a séjourné minimum 3 mois de manière légale en France. Dans ce département français, le 101e, plus d'un quart des habitants sont clandestins, malgré des opérations de police régulières. Nous en avons suivi une, aux côtés des équipes du GAO, le groupe d'appui opérationnel créé spécialement à Mayotte. Là, on fait gaffe toujours aux jets de pierre. C'est pour ça qu'on ferme souvent les vitres. Parce que surtout des côtés là. Ces policiers savent que leur mission est risquée, qu'à tout moment, ils peuvent être la cible des jeunes du quartier. Il faut être concentré, regarder partout et détecter le moindre geste qui sera suspect. Des fois, à notre vue, ils prennent directement la fuite. Et là, c'est sûr, on se pose plus de questions, on descend, on court après. Des courses-poursuites. À quelques mètres de là, un jeune homme a priori suspect vient d'être repéré. C'est parti trop loin les gars, laisse tomber. Et là on entend déjà, ça prévient Moro, Moro, ils savent qu'on est là et voilà.
La patrouille se poursuit un peu plus loin et les contrôles d'identité s'enchaînent. Vous êtes né ici? À chaque fois, les mêmes questions. La majorité des habitants y sont habitués. Mais certains récalcitrants tentent malgré tout d'empêcher les arrestations, comme cette femme qui se met en travers du chemin des policiers. Madame, Menotté, ce jeune homme est arrêté. Monsieur, pas de papier. Il a hésité à prendre la fuite, donc par précaution, on l'a menotté. Il est emmené dans ce fourgon, aux côtés des autres individus interpellés ce jour-là. Parmi eux, Artgoun. Il a 20 ans. Il est arrivé à Mayotte en 2019, sans papier. C'est la première fois qu'il croise la route des policiers. En plus, je les ai vus, mais je fais sans fou. Quand ils m'arrêtent, quand ils m'arrêtent pas, c'est comme ça. Je sais bien que je suis clandestin. Moi, je suis né au Comores. Je suis venu ici parce que je galère au Comores. Il n'y a pas de bonne situation, tu vois. Et c'est pour cela que je suis venu ici, pour joindre ma famille. Il estime que sa vie est ici, aux côtés de ses proches qui ont tous la nationalité française. Vous allez essayer de retraverser, de revenir à Mayotte ensuite? Bah oui, quand même demain mon frère. Quand même demain j'arrive ici, quand je trouve le moyen. Je peux appeler mon collègue, quand il a de l'argent, je l'appelle. Il m'envoie de l'argent comme ça, je trouve une quoi ça, j'arrive. En attendant son départ, il est conduit au centre de rétention administrative de Mayotte, le plus grand d'Europe. C'est là que nous retrouvons cet élu. Bonjour, Mansour Kamardine, député. Il vient visiter les locaux de ce centre, là où chaque année, plus de 25 000 personnes sont accueillies. On est prêt à vous faire la visite. Une immigration massive que le département français a bien du mal à contrôler. Mayotte, c'est 374 km². Il y a tous les pays, toutes les populations de la zone souhaiteraient aller à Mayotte. Je ne crois pas qu'on ait les moyens de les accueillir. À chaque fois, les nouveaux résidents de ce centre ont les mêmes nationalités. Alors nous avons un Rwandais, un Somalien. Tout le reste, c'est des Comoriens. Des migrants arrêtés quelques heures ou quelques jours plus tôt, qui ici vont tous suivre le même parcours. Là, on fait le chemin en fait, d'intégration d'un retenu. En fait. Ici, on leur notifie leurs droits, on leur donne les instructions pour assister aux audiences du juge. Ça veut pas dire qu'on leur cache qu'on leur donne pas accès à leurs droits. Et après, on leur distribue à chacun des kits d'intégration en fait. Donc ils ont chacun par jour un kit constitué d'un drap, d'une serviette, dentifrice, savon, brosse à dents. Des hommes, des femmes, parfois des enfants, qui restent ici un jour ou deux, le temps que l'administration se renseigne sur leur situation. Ce jour-là, le député Kamardine rencontre ce jeune homme de 22 ans. Ça fait 16 ans qu'il vit à Mayotte sans papier. Mais il y a 3 jours, il a été arrêté lors d'un contrôle d'identité. Tu sais pourquoi tu es là? Tu sais pas? Tu es né où? Tu es né en juin. Timidement, il assure que c'est la première fois qu'il est placé en centre de rétention. Il redoute son expulsion vers les Comores. Pour le rassurer, le sous-préfet lui explique au fur et à mesure la procédure qui suit son cours. On regarde ta situation et là la préfecture est en train de regarder ton dossier, les demandes que tu as faites, les pièces qui manquent à ton dossier. C'est pour ça que tu n'es pas parti ce matin, il faut qu'on regarde précisément ce qui en est de ta situation. Tu auras une réponse très rapide. Et effectivement, quelques minutes plus tard, il est fixé. Il a bien entamé des démarches pour obtenir la nationalité française et peut rester sur le territoire français le temps de l'examen de son dossier. Donc il va être libéré, derrière il va continuer sa procédure de demande de carte de séjour et son parcours. Un soulagement pour ce jeune homme. D'autres, en revanche, une majorité, 76% des personnes interpellées, ne parviennent pas à justifier de leur présence à Mayotte. Elles sont donc reconduites à la frontière, emmenées dans ces minibus, jusqu'à ces bateaux, sur lesquels elles embarquent pour la plupart vers les Comores. Un retour à la case départ, de courte durée. Beaucoup reviendront en France illégalement dès les prochaines semaines.